Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte Degien sur Veto Micro. Bonjour Charlotte. Bonjour Sophie. Alors Charlotte, j'ai beaucoup à dire sur toi. Tu es vétérinaire 100% équine, itinérante et également sur site, avec plus on va dire qu'une forte affinité en repro, pour ne pas dire spécialiste. Car non seulement tu as ton cabinet vétérinaire des Cigognes, mais tu es également gérante du haras de Cordemais, qui se situe, je pense, à l'ouest de Nantes. Sans parler du fait que tu es aussi membre de la commission repro de la VEF et que tu contribues à la production de contenu de Cali via des articles et des webinaires. Alors, en plus que ça, Charlotte, tu es aussi cavalière, tu adores danser et tu es fan de ski. Enfin, et pas des moindres, tu endosses aussi une casquette d'agricultrice pour la récolte de foin au printemps. Et je n'ai aucun doute que tu as d'autres talents cachés que tu vas peut-être, je l'espère, nous dévoiler pendant ce podcast. Alors, on s'est rencontrés lors d'une formation sur l'écoute active l'année passée à la VEF et j'ai tout de suite connecté, j'ai tout de suite eu la sensation que t'étais quelqu'un qui avait envie de bien faire les choses, malgré possiblement des difficultés engendrées lorsqu'on est chef d'entreprise, tout simplement. Et c'est une des, voire la raison principale pour laquelle j'avais voulu te tendre mon micro aujourd'hui. Alors, assez parlé de mon côté, je te passe le micro et je te demande si tu peux te présenter à ton tour. Merci Sophie pour cette très sympathique présentation. Je suis sortie de l'école de Nantes en 2003. Je vais bientôt avoir 44 ans. J'ai un mari et une petite fille de 10 ans. Voilà, ça c'est pour le côté personnel. C'est toujours sympathique de savoir à qui on s'adresse. Effectivement, je suis gérante de 2 sociétés puisque le haras de Cordemais est une entreprise à part. Lorsqu'on fait de la vente de saillies, on ne peut pas faire ça sur le compte du cabinet vétérinaire. Donc j'ai dû créer 2 sociétés le jour où j'ai repris en fait un ancien centre technique des haras nationaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis seule gérante du cabinet des Cigognes avec 2 vétérinaires salariés et une ASV. Et sur le haras, je suis seule gérante avec 2 assistants d'élevage. D'accord, ok, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, je vais faire un petit peu marche arrière et j'ai envie de te demander, avant même de te demander d'ailleurs pourquoi tu t'intéresses à la repro, comment est-ce que tu as envie de devenir vétérinaire ? Ça serait un petit peu basique de dire quand j'étais petite, mais il se trouve que c'est vrai. J'ai un petit journal intime de quand j'étais enfant que j'ai conservé et retrouvé, sur lequel c'est écrit. Donc j'avais 7 ans et c'était écrit: quand je serai grande, je serai vétérinaire et surtout pour les chevaux. Voilà. Et il se trouve que c'est la passion du cheval, je pense, au-delà de la passion des animaux, comme on peut dire. De manière générale, moi, c'est surtout la passion du cheval qui m'a amenée vers ce métier-là. Mais bizarrement, avec pas tout de suite l'envie de faire de l'équine, un petit peu paradoxal. Après, ma passion m'a tenue tout le long de mes études parce que j'ai fait le fameux stage de 3e dans un cabinet vétérinaire. Voilà, ça a duré tout le temps. La petite particularité, c'est que je n'ai pas fait la voie classique. Je suis passée par un BTS agricole. Pour la bonne raison que je ne me sentais pas prête du tout en terminale à aller sur la voie des classes préparatoires. Je le sentais vraiment pas d'un point de vue
psychologique et morale. Et donc, je suis passée par un BTS agricole, production animale, avec une petite spécialité équine, évidemment. Et donc c'est d'où me vient ma fibre que tu disais d'agricultrice. En fait, j'ai vraiment les deux pieds dans la terre. Je suis vraiment le plancher des vaches au sens propre du terme. Et j'ai adoré ce parcours en passant par la voie agricole. Alors, je suis pas du tout issue du milieu agricole. Je suis née en région parisienne. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il y a quelque part très loin dans mes racines une grosse fibre agricole que j'ai toujours poursuivie, quoi. Voilà. Et ensuite, après le BTS agricole, on fait une prépa spéciale post-BTS pour passer le concours veto. Et tout s'est bien passé en le faisant de cette façon-là. C'est-à-dire que j'ai réussi à tenir mon niveau en BTS, à avoir une bonne prépa et un bon concours, ce qui, je pense, aurait pas été le cas si j'avais fait différemment. Et arrivé à l'école veto, et ben effectivement, la repro, ça a tout de suite été le numéro 1 de mes envies. Et après, voilà, le cheminement sur la fibre agricole et équine s'est fait tout au long de la scolarité vétérinaire, quoi. En fait, j'ai jamais vraiment changé d'idée de départ. Voilà. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi au niveau, à quel point tu étais pas prête au niveau avant de faire le BTS et puis au moment où tu es arrivée dans la prépa spéciale, qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, en fait, je sais l'expliquer aujourd'hui et je pense que j'aurais pas su le faire mieux avant, mais ça c'est normal, c'est les années et l'expérience qui parlent. Aujourd'hui, je fais un petit aparté, je vais te répondre à l'envers, mais aujourd'hui, je suis formatrice, comme on dit. J'aime beaucoup avoir des stagiaires, j'ai beaucoup de stagiaires à former et donc je sais leur expliquer ça, c'est-à-dire que à un moment donné, dans ma première et ma terminale, la première était un peu difficile. Ils ont voulu me faire redoubler. J'étais pas dans les sections scientifiques les meilleures. Alors, bon, je sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais j'étais pas en tête de promo en première et en terminale. Et le côté élitiste du monde vétérinaire me faisait très peur, en fait. Et je me sentais vraiment pas capable, au sens scolaire du terme, quoi, du niveau. Je me sentais pas avoir le niveau suffisant pour engendrer la pression et le niveau demandé en classe préparatoire. Voilà. Après, je pense que si j'avais pas trouvé cette voie-là par le BTS, j'aurais lâché l'affaire et comme disent mes parents, ils étaient désespérés de savoir que je voulais faire soit monitrice poney, soit vétérinaire. En gros, c'était un petit peu ça. Si j'arrivais pas à trouver le chemin pour aller jusqu'à l'école veto, j'aurais pas forcément fait de longues études non plus, quoi. Voilà, c'était un petit peu paradoxal, mais et en fait, ma maman qui travaillait dans un lycée et qui a énormément fouiné dans les trucs d'orientation là, a fini par trouver ce fameux BTS agricole. Et alors moi, pour le coup, région parisienne, bac scientifique, fille qui monte à cheval, qui arrive dans une section agricole, autant dire que cette étape-là n'est pas facile. On n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Il faut faire ses preuves et ben voilà, après c'est comme ça, mais les affinités se sont créées. Mon mari, aujourd'hui c'est quelqu'un que j'ai connu en BTS. Mes meilleurs amis, c'est ceux du BTS. Et en fait, je pense que j'ai trouvé une ambiance et quelque chose qui me convenait dans cette fibre agricole et qui a fait que j'ai pu poursuivre mes études correctement. C'est-à-dire qu'en fait, en passant par cette voie-là, il faut avoir quand même un certain niveau pour après aller jusqu'en prépa. Il faut pas perdre son niveau en maths, en physique, en chimie, alors qu'en BTS agricole, faut pas se mentir, c'est pas le même niveau que dans les classes préparatoires. Et en fait, le fait d'être dans une très bonne ambiance de travail et d'avoir trouvé mes meilleurs amis dans cette école-là, ça m'a permis, en fin de compte, de rester, pour le coup, là, en haut de la promo, en tête de promo pendant les 2 ans, quoi. Voilà. C'est ce qui m'a fait avancer après, je pense. Bravo. Et j'ai envie de te demander aussi, du coup, comment on fait ses preuves? Alors, j'ai un petit peu de caractère. et en fait, ce qui était terrible, c'est que c'est les profs, hein, qui étaient pas très sympas. Je me souviens de profs qui c'est un prof alors je sais plus quoi, c'était mais à me demander ce que je faisais là, quoi. Enfin, c'est pas nos milieux sont pas faciles en règle générale, mais là, c'est vrai que c'était un peu la version, toi, la parisienne,
sortie de bac S, qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'était un petit peu dur au début. Après, je pense que les copains de promo, enfin les affinités et les amitiés se sont créées parce que à un moment donné, les copains venaient me demander comment on calcule une ration de vache laitière. Parce qu'en fin de compte, d'être pas trop mauvaise en maths, ça aide un petit peu les copains qui sont sans doute meilleurs que moi sur les cornages des veaux, mais qui sont moins bons en ration de vache laitière. Donc après, je suis une bonne vivante et j'ai eu vraiment mes meilleures années d'étudiante, quoi. C'est là où j'ai fait ma vie d'étudiante en tant que telle. Donc après, c'est une question d'ambiance et après on passe outre le fait que je sois la parisienne, voilà. Mais je l'ai souvent eu comme surnom et comme adjectif. Hein. C'est resté longtemps. Longtemps. Et est-ce que tu penses que ce parcours-là t'a donné des atouts particuliers pour la suite de ton parcours, pour ton métier? Ah oui, alors moi j'en suis certaine, mais cette force-là en fait de franchir les étapes les unes après les autres dans un sens pas forcément commun à tous. Après maintenant c'est assez, je crois que c'est quand même assez acquis que la voie par BTS pour entrer à l'école Veto, ça y est, elle est bien. Moi, quand je suis arrivée, je pense que j'ai pas l'impression, enfin, on n'était pas nombreux, quoi. Hein. À chaque fois dans les promos, on arrivait, on n'était pas nombreux. Et en plus, en arrivant à l'école, ça, c'est le groupe des post-BTS. Enfin, c'est pareil, on était un petit peu catégorisés. J'étais dans le groupe à part de ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas pris la même voie, quoi. J'ai fait des stages véto où les vétos me disaient t'es passé par la petite porte. Enfin voilà, c'est toujours donc en fait, j'ai toujours eu ce besoin, alors c'est peut-être moi qui crée ça, hein, mais d'avoir ces portes les portes ne s'ouvrent pas devant moi. Il faut que je les enclenche bien et que je les pousse fort pour qu'elles s'ouvrent. Mettre ton pied dans la porte. Voilà. Donc après, c'est bon. Mais après j'ai besoin d'être bien entourée et d'avoir des appuis personnels. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être avec du monde en équipe et tout, et donc d'avoir trouvé des amis, des vrais amis, ça c'est très porteur pour moi en fait. Et après en prépa pareil, mes colocs quand je suis arrivée à l'école Veto à Nantes, c'était des colocs qui venaient de ma prépa. Enfin, tu vois, tout s'enclenche et ça pour moi c'est très porteur. Alors que de rester en région parisienne en prépa où j'aurais pas eu le niveau, ça n'aurait pas été du tout. Et au-delà de ça, si j'avais pu, j'aurais fui la région parisienne des années plus tôt parce que dans mon sang coule plutôt du sang agricole que parisien. Voilà. Donc en fait, c'était vraiment le truc extra pour moi de fuir cette région parisienne et d'arriver dans cette école et d'avoir trouvé tous mes amis. Enfin, pour rien au monde, j'aurais fait. Non, c'est sûr que ça a été très porteur pour moi, quoi. Ça. Et encore aujourd'hui, hein, les épaules sur lesquelles je m'appuie, c'est ces amis-là, c'est les amis de mon BTS en fait. Quoi. C'est des gros leviers pour toi, ça, l'humain, les rencontres. Ah oui, ouais. Et puis en plus, j'ai parfois la sensation de pas être à la hauteur ou de pas savoir faire toute seule. Et donc en fait, il me faut soit me mettre un coup de pied au cul, ça marche aussi, soit me tirer vers le haut, mais j'y arrive pas toujours toute seule. Donc en fait, l'humain est très important pour moi. Ouais. Ça c'est sûr. Alors, passons à la repro. Donc, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui te plaît dans cette spécialité. Alors, je sais pas. On m'a posé la question pas plus tard qu'hier. Un client qui m'a dit, mais vous n'avez pas marre de fouiller des juments toute la journée? Et en fait, je sais pas très bien d'où ça me vient, mais je me souviens que même à l'école, dès la 2e année, en fait, j'étais preneuse de cours de repro là. Quand nous on appelait ça preneur là à l'école, et je le faisais en cours de repro. Enfin, j'ai toujours c'est ce cours-là qui m'a toujours plu, et j'ai fait ma thèse pareil en repro. Alors sur les vaches, puisqu'en fin de compte, je suis pas du tout venue à l'équine tout de suite. Hein. J'étais rurale du coup pour le coup au départ, et en rural, j'ai fait ma thèse sur les facteurs de variation de l'insémination, mais de la vache, quoi. Voilà. Donc après, c'est, je pense, le côté un petit peu alors technique, c'est pas le fait de fouiller qui est très technique, mais c'est plutôt la réflexion qui va avec. Pour le coup, j'ai toujours aimé la repro en profondeur, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin de chercher, de trouver et de faire des trucs pour que ça marche. Enfin, c'est un petit peu le côté comment résoudre un problème, quoi. Enfin, comment remplir une jument qui remplit pas, c'est vraiment mon leitmotiv, quoi. Voilà.
Après, je suis un peu devenue la psychopathe de l'ARPRO, hein, parce que je suis capable d'y passer des heures, de vérifier des juments 50 fois, tout ce que je fais tout ce qu'il faut pas faire des fois, mais parce que je vais au bout des choses, quoi. C'est plus le côté en fait énigme, comment dire, problème à résoudre, quoi. Voilà. Après, ce qui est le cas aussi sur un cheval qui boite, il y a un problème à résoudre et il y a 1000 trucs à faire et c'est hyper passionnant. Et ça, par exemple, les boiteries et le locomoteur, mais jamais ça, enfin, d'ailleurs, j'en fais pas. C'est un truc que j'aime pas du tout, du tout. Et donc après, je sais pas d'où, mais c'est cette partie-là du métier qui m'a tout de suite envoûtée. Ça, c'est sûr. Et la transition, parce que oui, effectivement, j'avais vu que tu avais commencé sur la rurale. Comment ça s'est fait ta transition, rurale mixte équine? En fait, ça c'était vraiment mon idéal de poste, c'était rural mixte canine équine. J'ai fait ma dernière année en rural. J'ai fait donc nous c'était la T1 Pro là en rural. J'ai fait ma thèse en rural. Mon premier job c'était à la Guerche de Bretagne, cabinet très mixte mais très rural. À l'époque, pas petite canine dite de rural, voilà. Ça a été ma première année de salarié et j'adorais. En fait, j'adorais la clientèle. Voilà, c'est ce côté. Donc là, on repart sur mes années BTS, quoi. C'est vraiment l'ambiance que j'aime le plus. Vu que je suis vraiment à l'aise pour le coup, à l'aise dans mes bottes, comme tu dis, je suis très à l'aise dans mes bottes et dans mes prés et au milieu des vaches et voilà. Et du coup, ça passait très bien. Et encore une fois, le côté fille veto, jeune fille veto qui débarque, parce que bon, ça fait encore moins maintenant, parce qu'il y a tellement de filles que les agriculteurs se sont habitués. Mais moi, au début, c'était quand même, j'étais la seule femme du cabinet avec des anciens qui ont vraiment voilà des habitudes, des caractères et tout. Donc la petite jeune qui débarque, pareil, une fois de plus, faut faire sa place de nouveau. Voilà. Et en fait, ça passe bien parce que c'est mon truc, c'est mon milieu. Quand je suis partie de ce cabinet-là, je suis repartie, mais avec des œufs, des poules, du poulet, enfin des trucs, un panier entier de produits de toutes les fermes, de tous les clients, parce que c'était vraiment super, quoi. Et ça me plaisait, le côté rural et le côté donc l'obstétrique, ça me plaît énormément aussi. Et j'ai appris beaucoup sur les vaches. Pour le coup, je suis pas mauvaise sur les chevaux parce que j'ai appris sur les vaches. Et et après, en fait, ce qui me plaisait dans l'équine de rural, comme on dit, c'était justement la repro, puisque souvent, ces cabinets-là plutôt mixtes, ils font de la gynéco sur des éleveurs de trotteurs, de pur sang. Ils font pas de la médecine équine très poussée, enfin, sans aucun mot péjoratif de ma part, mais voilà. Et j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup le petit poney dans le jardin et puis la gynéco sur les trotteurs. Voilà, très bien. Tout ça, c'était mon idéal de clientèle. Et là, en fait, c'est vraiment une histoire de vie, enfin privée. C'est un motif privé qui m'a fait changer de cap. C'est-à-dire que là, je bossais en Bretagne et j'étais à l'époque mariée avec un agriculteur, voilà, justement, et donc envie de revenir plus près de chez moi, en fait. Donc on était dans le 44, là, près de Nantes. Et donc, l'envie de revenir plus près. Et une vétérinaire en équine pure qui me connaissait parce que j'avais un cheval en pension, enfin bon, voilà, par copain d'écurie, qui cherchait désespérément une véto parce qu'elle en pouvait plus. Et les copains communs qui disent Charlotte, elle veut se rapprocher, elle veut revenir sur Nantes. Bon, très bien. Et donc là, on s'appelle, sauf que je dis mais moi je suis pas du tout équine, hein, j'ai pas fait de formation équine. En fait, à l'école, je n'ai pas fait d'équine du tout à l'école parce qu'en plus l'année de clinique quand moi j'y étais, il y avait pas du tout ce qu'il y a actuellement à Nantes, il y avait pas du tout de formation équine digne de ce nom. Je n'ai vraiment pas fait d'équine à l'école, quoi. Donc je lui dis ok, mais je suis rurale et puis j'aime bien ma petite rurale en fait, donc je voudrais faire de la rurale, donc je suis pas sûre que ça colle. Et il se trouve qu'elle m'a laissé carte blanche en me disant tu développes la rurale si tu veux, tu fais de la gynéco si tu veux, moi j'ai besoin de quelqu'un. Elle avait confiance en je sais pas quoi, en ma capacité de travail ou quoi, enfin bon voilà. Et moi c'était l'opportunité pour revenir auprès de anciennement mon mari, mon ex-mari et sa ferme. Donc voilà, c'était vraiment, c'était pas du tout prévu comme ça en fait au départ, mais ça s'est fait comme ça. Et je me suis retrouvée dans une clientèle 100% équine, voilà, en fin de compte.
Et est-ce que tu as développé un peu la rurale au final à ce moment-là? Un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce que pareil, d'avoir un mari agriculteur, ça aide. On avait il y avait 2-3 qui. Mais en fait, c'est compliqué parce que la rurale, il y a quand même une grosse partie réglementation, enfin veto sanitaire, prophylaxie et tout ça. Bon, c'était un peu compliqué. Et puis après, à un moment donné, le renversement de matrice et la césarienne tombent toujours au moment où je suis pas là. Et vu que j'étais toute seule, c'était trop compliqué en fait. Donc j'ai pas réussi. Par contre, dans le carte blanche pour développer, j'avais aussi le carte blanche pour développer la gynéco. Et là, par contre, ça m'a bien motivée. Et donc, j'ai créé ma clientèle gynéco, pour le coup, toute seule dans ce cadre-là, quoi. Et je suis partie de 0 à 70 juments en suivi la première année, éparpillées, c'est-à-dire qu'une jument par client, par endroit, dans des conditions que je ne ferai plus aujourd'hui. Mais voilà, j'ai commencé comme ça à développer ma petite clientèle gynéco. Donc en fin de compte, j'ai appris le reste de l'équine quand même sur le terrain. Après, il y a quand même des bases évidemment, mais c'est plus la gynéco qui m'a permis de que j'ai développé et qui m'a fait rester dans l'équine après, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, quand tu reviens à Nantes, tu t'associes directement ou t'es salarié d'abord? Salarié d'abord, mais c'est là que ma fibre d'entrepreneuse que tu as bien repérée. En fait, dans le premier cabinet où j'étais en rural, j'ai appris énormément, mais vraiment, je pense que j'ai pas tout appris, on peut pas dire ça, on n'apprend pas tout la première année, mais vraiment, j'ai appris énormément en pratique. Ils m'ont tellement laissé en autonomie qu'en fin de compte, je sais pas si c'était bien, mais en tout cas, moi, ça m'a servi. J'ai vraiment beaucoup appris, mais pour le coup, en rural, quoi. Mais en termes de pratico-pratique, j'en ai pris beaucoup. Et par contre, voilà, je n'étais pas très à l'aise dans ma place de salarié. Que des fois, il y a des trucs qui me plaisaient pas et que j'ai vite senti que peut-être j'aurais du mal à rester salarié. Et ça s'est vite, voilà. Et c'était aussi ça ce qui me plaisait dans ce qu'on me proposait près de Nantes, c'est que il y avait une partie, il faut que tu prennes les rênes parce que c'est quelqu'un qui en pouvait plus pour des raisons personnelles, qui était un petit peu arrivé au bout d'un truc là et qui avait besoin d'une grosse bouffée d'air frais. Et moi, du coup, c'était c'était tu développes, tu fais ce que tu veux, en gros carte blanche, tu fais de la gynéco, très bien, ça te passionne, vas-y, et tu tiens les rênes parce que j'en peux plus, quoi. Et voilà, très bien, c'est les mots qui me parlent. Donc effectivement, je suis restée salariée, mais alors pas longtemps, et c'est-à-dire que j'étais salariée, je sais plus combien de jours par semaine, mais les autres, donc pas à temps plein, mais les autres jours de la semaine, j'en profitais pour en soi faire mon installation, quoi, gérer mon installation. Et je me suis très vite associée au bout de quelques mois. Et quand tu dis ton installation, tu parles de la partie repro ou tu parles du hara? Non, alors ça, c'était encore avant. C'était le premier cabinet où je suis arrivée quand je suis revenue à Nantes. Voilà, la première association première fois quand je suis revenue à Nantes, quoi. Après ma sortie de l'école, en 2006, très exactement. Et je me suis associée en 2007. Et le hara, je l'ai repris en 2013. Donc en fait, entre-temps, j'ai bossé dans cette clientèle-là d'équine pure, quoi. D'accord, ok. Et raconte-nous un petit peu, alors, comment tu répartis ton temps? Parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses. C'est pas forcément une qualité, mais oui. Bon, alors, la première chose que j'ai envie de te demander, est-ce que, t'as cette fibre entrepreneuriale, donc tu t'es toujours un peu vue chef d'entreprise, j'ai l'impression, sans peut-être pourtant mettre des mots dessus? Ouais, ça, je pense que c'est un truc que j'ai tout de suite fait. Ouais, en fait, je suis pas restée longtemps salariée, donc j'ai tout de suite gérer cette partie-là du métier avec tout ce qui va avec, quoi. J'ai très rapidement su ce que c'était que l'URSSAF et la TVA. Enfin, c'est-à-dire que voilà. Et après mon côté matheuse, là justement, j'aime beaucoup la compta en fait. Et en fait, la compta pour moi, c'est pas une corvée, quoi. C'est pas du tout une corvée. Ça fait partie de mon boulot et ça me permet de voir où j'en suis. Enfin voilà, c'est tout ça. Ça a tout de suite été des trucs qui me plaisait, quoi. Donc en gros, j'ai tout le temps été en soi à gérer une entreprise, pas toujours la même. Donc après c'est pas forcément c'est sans doute que je fais pas tout bien parce que voilà, j'ai changé entre-temps et tout n'a pas très bien marché, mais en tout cas oui, c'était quelque chose que j'avais en moi, quoi. Je suis jamais revenue salariée pour l'instant. D'accord. Et comment ça se passe alors? Donc tu gères le hara, tu gères ton métier, on va dire temps plein de vétérinaire, donc ça fait 2 temps pleins. Comment ça se passe au quotidien?
Bah là, en fait, pour le coup, justement, je ne suis plus vétérinaire à temps plein. D'accord, ok. Puisque je ne peux pas faire les deux et que ça, j'ai appris ça au fil des années, sans faire toutes les formations de relations clients et de gestion d'entreprise, mais j'ai bien appris au fil des années. Et un truc dont on parle beaucoup là et qu'on avait abordé à la VEF justement, c'était le côté où nous, notre métier, c'est un des rares métiers où on est à la fois directeur en haut de la pyramide et ouvrier sur la chaîne, quoi. Et ce qui est vraiment très difficile. Et donc là, il y a les deux versions. Il y a les gens qui pensent que il faut faire comme ça parce que voilà, on est vétérinaire, on est des gens de terrain et on fait notre boulot sur le terrain. Et il y a ceux qui se tournent vers la gestion d'entreprise en elle-même et qui vont arrêter de faire du terrain. Voilà. En gros, là, au fil du temps et avec tout, j'ai essuyé quand même quelques grosses galères au fil des années avec tout ce qui m'est arrivé. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire bien les deux. Voilà. Et donc, en l'occurrence, j'ai préféré me retirer du terrain pour rester à la tête de la gestion. Mais c'est vraiment lié à tout ce qui m'est arrivé. Mais là, on va pas tout détailler, sinon il y en a pour la journée. mais voilà. Et puis, de par mon parcours, de toute mon histoire j'ai pas commencé en équine pure et j'ai pas fait d'internat, je suis pas allée au CIRAL, j'ai pas fait du tout ce parcours-là. Donc, de par tout ça, la boutique que j'ai actuellement, qui est 100% équine, c'est pas des vétos comme moi sur le terrain qu'il faut. C'est des vétos qui sont 100% équines et qui savent faire du locomoteur et qui ont fait le CIRAL et tout ça. Et donc, en fin de compte, j'ai beaucoup plus ma place dans mon bureau à gérer mes boutiques que, c'est mon point de vue, mais que d'aller et j'ai des salariés qui sont ultra compétents et 100% équines. Tu vois ce que je veux dire, c'est que voilà, pour le coup, j'ai réparti comme ça. Et au début, on était deux quand on a repris le haras et mon associé justement était quelqu'un 100% équine et beaucoup plus de terrain et qui supportait pas la paperasserie et le bureau. Et donc en fait la répartition des tâches s'est faite comme ça. J'ai beaucoup plus pris la partie paperasse pour laisser la place sur le terrain aux autres. Et en fin de compte, ma vocation repro est effectivement qui en est devenue du coup une spécialité. Ça m'occupe énormément, mais en pleine saison. Mais après, hors saison, du coup, j'ai beaucoup moins de travail sur le terrain en soi, si on fait juste, si on regarde juste les lignes comme ça. Et donc, je passais beaucoup de temps hors saison à reprendre toute la gestion, à organiser la saison suivante, etc., etc. Donc, il se trouve que je ne suis pas, moi, une vétérinaire à temps plein sur le terrain pour pouvoir faire comme ça. Et après, le haras, c'est une société commerciale qui vend des saillies, qui présente des étalons. Et donc, il faut aller chercher les étalons, il faut les promouvoir, il faut faire un catalogue. C'est tout à fait un autre métier. C'est le métier de l'étalonnage qui était fait par les haras nationaux et qui a été repris par les entreprises privées. Mais pour que ça marche, il faut énormément de com, énormément être vu, connu, reconnu. C'est un boulot complètement différent. Et du coup, ça me prend énormément de temps. Et tout le temps qu'on se dit le haras de Cordemais, c'est ça, eh ben, j'étais obligée de passer énormément de temps à gérer cette partie-là de mes boutiques. Donc, le temps que je passe à faire ça, je ne suis pas là, pour le coup, c'est pas possible. Et mon corps arrive à me dire assez facilement quand il faut que je m'arrête, avant que ce soit le drame. Donc, je sais très bien que non, je ne peux pas aller sur le terrain parce que je peux pas tout gérer. Je peux pas faire tout à 100%, quoi. Donc après, au fil du temps et des étapes plus ou moins douloureuses de tout ça, aujourd'hui, en gros, j'ai 2 salariés vétos qui sont sur le terrain en permanence. On hospitalise des chevaux, donc il y a aussi une grosse partie soins et hôpital qui est gérée par eux. Et moi, je suis celle qui suis quasiment toujours sur le site, mais à faire de la gynéco en saison et à faire de la gestion hors saison, quoi. Il y a cette partie gestion du temps dont tu parles et finalement de devenir un bon pilote, j'allais dire reconnaître là où on est bon, mais reconnaître là où on est moins bon. Alors tu parles je vais pas te demander d'entrer dans les détails, mais c'est un apprentissage en allant, bien sûr. Il y a des éléments vraiment clés qui ont fait que voilà, tu t'es dit là, faut que je change mon fusil d'épaule, faut que je change ma façon de faire.
Bah alors là pour le coup c'est là où je dois être sans doute très mauvaise, c'est que mon côté bulldog a pas lâché mon morceau de ma proie et a foncé droit dans le mur. Ça a des avantages. Enfin c'est un trait de caractère qui m'a permis d'avancer jusque là. Le milieu de l'étalonnage c'est un milieu très masculin, très requin, très macho, très compliqué. Donc, on en revient à mon histoire de la jeune fille au milieu de tout ça là. Donc, mon côté bulldog là, c'est sûr que ça m'aide à franchir ces murs-là, mais du coup, ça a aussi le désavantage de me faire franchir des murs infranchissables. C'est-à-dire que des fois, je vais un peu trop dans le mur au sens propre du terme. Voilà. Et d'où mon idée d'être toujours entourée. Donc, mon ex-associé pour le coup, qui est partie fin 2020. Alors petite parenthèse, elle est, je peux le dire maintenant, mais elle est partie pour c'était un craquage professionnel quoi. C'était vraiment un mauvais moment, voilà, un ras-le-bol du métier et du monde de l'équine, vraiment. Donc ça c'était un petit peu difficile parce que en fin de compte, j'avance sur les murs, mais je suis pas toute seule. Et en l'occurrence, mon associé on était vraiment méchant flic, gentil flic, comme on disait souvent, parce qu'on était complètement à l'opposé. On n'était jamais d'accord, mais ce qui était hyper positif, parce que du coup, pour être d'accord, il fallait tout le temps que l'une ou l'autre contre-argumente et pouvoir convaincre l'autre. Donc ça, c'était une force de pouvoir à partir d'un point A et d'un point B totalement différent et d'aller jusqu'au point C ensemble. Ça, on y arriverait vraiment bien. Voilà. Sauf que du coup qu'elle craque et qu'elle soit partie, ça m'a mis un gros poids sur les épaules parce que c'est très difficile pour moi justement de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais, et j'ai un petit côté la tête dans le guidon où voilà, je suis tellement passionnée par ce que je fais que la saison démarre, je vais faire de l'art pro et zac, c'est parti, pendant 6 mois j'ai mon bras dans le cul des juments et on verra après. Et sauf que le après, ah merde, là ça va pas, j'aurais dû m'en apercevoir avant. Alors c'est tout des trucs de gestion, je veux dire changer les tarifs, revoir les offres commerciales, la gestion des labos et des ristournes de labos, c'est un boulot énormissime et que si on s'y met pas devant, si on gère pas nos tarifs, si on commande pas le bon produit en lien avec la remise labo et qu'on se gourde de produits, dire ça plus ça plus ça fait de la perte sèche quoi. Et sauf que moi j'étais plutôt la tête dans le guidon pendant 6 mois et à reprendre tout ça les 6 mois d'après, mais plus le hara et la partie commerciale et show et business des étalons, ça me prenait beaucoup de temps. Donc en fait j'avais du mal à tout me recentrer sur les points faibles des entreprises en elles-mêmes quoi. Et ça c'est voilà, après c'est difficile et je suis pas du genre je vais pas me flageller non plus tout le temps et dire que avec des si j'aurais pu tout mieux faire, mais tout seul c'est difficile pour le coup. Et effectivement j'ai sans doute ce défaut-là d'aller quand même dans le mur alors qu'il faut pas y aller quoi. Voilà, ça c'est sûr. Et entre-temps, je me suis fait aider par un coach. Alors il s'appelle pas comme ça, mais c'est un vétérinaire qui justement a fait le choix, comme je disais tout à l'heure, de lui arrêter la pratique et de devenir gestionnaire d'entreprise, et qui nous a aidé au début avec mon associé et qui m'a aidé ensuite quand elle est partie sur réorganiser. Qu'est-ce qui va pas, les points forts, les points faibles, où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas, à tout point de vue, aussi bien humain, organisation, pratico-pratique, parce que faut savoir qu'avec une boutique grosse comme la mienne et les salariés que j'ai, ils font des heures interminables, c'est-à-dire que j'ai un quota d'heures énormissime, donc ça me coûte horriblement cher, et en plus en termes de droit du travail, à un moment donné, faut quand même qu'ils arrêtent de travailler. Et donc dans l'organisation, il fallait il y a des trucs qu'on a changés et qui sont très très bien maintenant. On a changé un gérant d'écurie, un machin, un truc. Enfin, on a tout réorganisé. Et ça m'a beaucoup aidé en fait de me faire accompagner par quelqu'un qui a à la fois un regard extérieur, mais toujours mon besoin d'être bien entourée. C'est quelqu'un que je connais. J'ai pas pris quelqu'un d'extérieur. J'ai pris quelqu'un que je connais. On est amis dans la vie, mais on sait tout à fait faire la part des choses. Quand on bosse, on bosse. Enfin voilà. Et il est tout à fait capable de me dire ça va pas. Là, tu vas dans le mur. Là, c'est voilà. Et ça, je pense que ça m'a bien aidé pour. Oui, non seulement sur le côté compétences, mais comme tu le dis, quelque chose qui est important pour toi, ce côté soutien. Oui, aussi. Oui, ouais. Et c'est une bonne transition sur un sujet que j'affectionne particulièrement. On parle beaucoup de compétences douces aujourd'hui.
Si tu devais en citer quelques-unes, ou même une, celle qui t'a le plus aidé, qui t'aide aujourd'hui, ou qui t'a le plus aidé justement sur cette transition, et ce qui fait que t'es peut-être mieux où tu es aujourd'hui, plutôt qu'il y a quelques années pendant cette période. Alors, qu'est-ce que tu appelles une compétence douce? Alors, c'est bien, ça me permet de le définir. Moi j'ai envie de les appeler compétences fondamentales, mais c'est pas le juste mot. En fait, c'est tout ce qui est c'est le savoir-être en fait, plutôt que le savoir-faire. Donc ça peut être une bonne gestionnaire du temps, voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est tout ce qui n'est, pour le vétérinaire, moi je dis tout ce qui est non scientifique. Donc c'est être une bonne manageuse, une bonne leaduse par exemple aussi. Alors ça, pour le coup, j'ai toujours un peu de mal à trouver ce que je fais de bien, enfin ce qui est bien. Donc j'ai du mal j'aurais du mal à répondre en fait. Enfin moi, voilà, je ne saurais pas quoi répondre parce que effectivement je fais beaucoup de choses, mais j'ai pas l'impression de tout faire bien, donc c'est difficile voilà. Les compétences, c'est un mot que j'ai du mal à accepter au bout de temps à t'attribuer. Ouais, c'est un peu difficile. Du coup, spontanément, tu me dis ça, donc spontanément, je dirais que t'es quelqu'un d'humble du coup et qui est capable de prise de recul. Ce serait les premières choses qui me viennent à l'esprit. Ça, je pense que oui, ça c'est sûr. Ça, la remise en question permanente. Enfin, alors là, aucun souci avec ça. Je me remets en question constamment. Et non, après, je pense que je suis oui, sans doute une bonne manageuse. Alors à défaut d'être une bonne gestionnaire, parce que malheureusement aujourd'hui mes 2 entreprises roulent pas sur l'or et c'est très compliqué, même plutôt on va dire financièrement. Voilà, c'est des métiers où, enfin moi l'équine et la repro c'est des rentabilités très très difficiles. Donc vu dans la situation où je suis actuellement, je pense pas que je puisse dire que je suis une très bonne gestionnaire. J'ai sans doute dû rater des trucs quelque part, mais par contre une bonne manageuse et chef d'équipe, oui. En fait, tous mes salariés vont m'appeler maman ou presque. Si tu les prends en entretien individuel, voilà, ils disent que je suis tout pour eux, que je suis une patronne formidable. Enfin là, pour le coup, je le sais maintenant parce qu'ils l'ont dit. Pas à moi, justement. J'ai fait faire les entretiens individuels par ce coach avec qui je travaille. Je voulais pas que ce soit par moi. Et il y a des choses. Enfin, il y a un lien qui nous unit qui est très fort, quoi. En fait, ils ont un énorme sentiment, respect de la hiérarchie et tout. Puis alors, je suis très chef d'entreprise. Je veux dire, je peux être vraiment la patronne avec un grand au-dessus de la pyramide. Voilà. Puis quand je commence à grogner, ceux qui me connaissent, ils font oh là là, planquez-vous. Puis après les autres, ils sont habitués. Mais par contre, et j'ai appris aussi là parce que le fait d'être toute seule, enfin je suis la lionne toute seule avec ses lionceaux, mais du coup faut se battre quoi. Enfin à un moment donné, et puis il faut m'écouter les enfants là parce que sinon on va pas y arriver en fait. Donc il faut voilà. Enfin je suis pas dans une situation, je suis pas du tout sur une barque qui flotte tranquillement. Je suis sur un énorme bateau de croisière qui risque de s'échouer là. Donc il faut vraiment m'écouter et il faut vraiment qu'on aille tous dans le même sens. Et ça ils sont ils sont tout pour moi et je pense que je suis beaucoup pour eux. Enfin, c'est vraiment ça ce que j'ai le mieux réussi pour le coup. Le management, je crois que ça là, j'ai pas été trop mauvaise là-dessus. Et il y a l'air et même je dirais même du leadership. J'ai l'impression que tu les entraînes, tu les embarques dans ton histoire. Oui, quoi. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, tu penses, inné à ton caractère, à quitter, ou c'est quelque chose qui était peut-être un peu inné, mais sur lequel tu as quand même dû travailler pendant ton parcours? Ah non, alors ça, pour le coup, je pense que c'est plutôt inné. Autant il y a beaucoup d'autres choses où j'ai dû travailler, mais ça, c'est plutôt inné et j'ai fait mon petit BAFA, j'ai fait monitrice poney, j'ai fait mes petites colos, j'adore m'occuper de tout le monde et gérer des grandes fêtes organisées. Donc ça je pense que oui, ça c'est plutôt bien. J'ai énormément de stagiaires dans ma cour là, des fois il y a plus de stagiaires que de titulaires parce qu'on en prend beaucoup et ça je pense que c'est un truc que plutôt inné ou que j'ai plutôt pas trop mal réussi quoi. Voilà. Après le reste de la gestion pure, autant j'adore la compta et mettre des chiffres dans des cases et faire des tableaux Excel, ça me dérange pas du tout, j'aime bien faire ça. Autant après faire ce qu'il faut pour que ça s'améliore, trouver vraiment les points faibles, les résoudre et tout, ça c'est pas du tout inné. Ça c'est un peu plus difficile. Je pense que c'est parce qu'on met la passion. En fait, je pense que c'est parce que j'ai toujours mis la passion en numéro 1. Ouais. Et la rentabilité et le pognon très très loin derrière et que malheureusement dans notre milieu ça suffit pas, la passion ne suffit pas, mais
Mais je pense que c'est vraiment la passion qui a toujours prédominé. Je suis capable de bosser des heures et des journées entières. Enfin, même si je suis pas payée à la fin du mois, je ferai le même boulot, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je pense que ça, c'est un truc qui m'anime vraiment profondément, quoi. Mais c'est pas bien. Faut pas faire comme moi. Mais je pense que beaucoup le font, hein, et je pense que c'est même au-delà du monde veto, c'est un peu systémique. On met d'un côté le capitalisme et de l'autre côté tout ce qu'on considère comme attaché à des valeurs profondes, des choses liées à ce qu'on donne, alors que en soi il faudrait qu'on arrive à lier les deux. Et je pense qu'il y a une partie apprentissage. T'as raison. Ouais. C'est ça, ouais. Après, j'apprends là, c'est peut-être un peu tard, mais là, ça y est, je commence à avoir appris des trucs. Et j'entends aussi un côté transmission, non, chez toi? Ah oui, alors ça, là, mon mari, quand il va écouter, il va adorer. J'adore ce mot, mais j'adore ce mot. C'est-à-dire que quand je vois des reportages à la télé des parents qui ont transmis à leurs enfants, ça me fait trop kiffer, comme disent les jeunes. J'adore ça. Enfin, si je pouvais, alors ça, j'aurais réussi. Je veux dire, si je suis pauvre à ma retraite, mais que j'ai transmis mon truc, je serais la plus heureuse, quoi. Alors là, vraiment, oui, ça c'est un truc que j'ai dans les veines, oui, ça c'est sûr. Je sais pas d'où il vient celui-là, mais et après j'ai beaucoup appris donc par mes stages aussi là, comme je disais au début, que j'adore prendre des stagiaires et tout, mais la formation, la partie formation du métier, j'ai toujours été dans des bonnes structures avec j'ai des mentors pour chaque catégorie ou parcours de ma vie, des gens que j'appelle encore aujourd'hui. Enfin, j'ai des vrais vétos qui resteront gravés tout le temps. Enfin voilà, ça c'est un truc, et j'ai un énorme respect pour ça, pour les gens qui m'ont formé. Ça c'est un truc, je crois que j'arrive à le garder ici. Je crois que les stagiaires, quand ils partent de chez moi, ils sont plutôt contents, et j'ai l'impression d'avoir transmis le truc justement. Mais alors il y a aussi ceux ça c'est un peu générationnel et sociétal, mais le côté où on a moins ce respect de l'ancien entre guillemets, ou de ce qu'il peut nous apprendre ou nous apporter. Enfin moi, ça pour le coup, j'ai toujours eu, quoi. J'ai toujours appris beaucoup avec mes formateurs, et encore, je les remercie encore aujourd'hui. Enfin, ça, pour le coup, ça, j'ai gardé cette fibre-là, ouais, ça, c'est sûr. Avoir des mentors et puis être mentor à son tour, quoi. Ça fait. Ouais. Et donc, avec tout ça, quel projet pour la suite? Parce que je sais que tu commences à faire de la formation justement pour la VEF. T'es sur le comité repro. Dis-nous tout. Ça, c'est vrai que ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien effectivement former. Je crois que j'avais les internes là, plus parce que c'est un peu compliqué l'organisation à l'école, mais j'avais les internes d'Alfort et de Nantes qui venaient faire leur session de repro chez moi, ici au Haras là. Donc ça, c'est vrai que j'aime bien. Après, les petites failles de rentabilité, comme j'ai vaguement prononcé le mot tout à l'heure, font que je vais devoir bien réfléchir à la suite, un petit peu compliqué. Et là, j'ai eu une phase très difficile en début d'année. Je crois que c'est le contre-coup des 2 années post-perte de mon associé. Enfin, perte, elle est juste partie. Heureusement qu'elle n'est pas... Mais ça, je crois que j'ai pris le revers de la médaille longtemps après, mais voilà. Et le Covid et tout ce qui s'ensuit, et toutes les 2 dernières années très compliquées pour moi, et j'ai eu un moment un peu sombre là en début d'année, ce qui m'arrive, ce qui m'est jamais arrivé, ce qui est pas du tout dans mon tempérament. Et en fait, pour faire le lien, c'est que en gros, j'ai accepté de faire des webinaires, d'écrire un article, et en fait, j'ai voulu faire ça aussi pour avec mon histoire je suis très gestionnaire, et donc je passe beaucoup de temps dans mon bureau à faire de la gestion, et je suis moins sur le terrain. À un moment donné, il faut se positionner, et qu'est-ce que je vais faire après, selon comment j'arrive à gérer tout ça. Le cheminement, c'est que de toute manière, je suis vétérinaire et je reste vétérinaire. Ça, c'est le petit 1. Je ferai pas autre chose. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas du tout heureusement le mal-être du vétérinaire, pas dans ce sens-là en tout cas. Et donc de faire ça, de faire le webinaire, les machins, enfin cette partie-là de la formation, ça m'a reboosté, mais vraiment, ça m'a fait du bien en fait de le faire, et de peut-être de transmettre effectivement aux autres. Ça montre de ce qu'on est capable en fait. Enfin, on se prouve à soi-même qu'on est capable d'en apprendre aux autres, et pour l'ego, ça fait un bien fou. Et en l'occurrence, effectivement, cette partie-là du métier me plaît énormément. Après, j'ai un énorme problème de confiance en moi et je suis une bonne vétérinaire, mais
du coup, de faire ça progresse. Ça aide un petit peu. Donc ça, c'est des choses que j'aime. Et après, je me vois pas vraiment autrement que de continuer à faire vivre ma boutique là et avec mes salariés en espérant qu'ils restent longtemps et qu'on arrive à peut-être faire mieux que d'être patron et salarié, des choses comme ça. Mais après, ça, il y a d'autres paramètres. Oui, j'ai envie, tu parles t'as beaucoup parlé de trouver sa place et j'entends aussi, tu vois, là, t'as vachement reconnecté, en fait, avec ce que t'aimes vraiment, en fait. T'as le côté gestionnaire qu'il faut faire, et puis t'as le côté, en fait, reconnexion avec ce qui m'anime. Ouais, ça m'a fait du bien, ouais. C'est hyper important. C'est ton côté un peu, on va dire, créatif, quoi, transmettre, apprendre aux autres, et je me dis, ça valorise, mais je me dis que c'est limite le côté secondaire. Enfin, c'est le résultat d'eux, mais la première chose, c'est que, tu fais ce que t'aimes, quoi. Ouais, c'est ça. Ça replace bien le sujet, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler aujourd'hui, Charlotte? Alors non, je sais pas, mais je voulais surtout dire quelque chose, te dire quelque chose et que les gens vont entendre. Je suis plutôt du genre à mettre la musique à fond dans ma voiture quand je vais entre deux visites et le soir très tard, quand il faut que je reste éveillée en pleine nuit. Je suis plutôt du genre à mettre des trucs très forts dans ma voiture. Et là, du coup, pour préparer cette émission, j'ai écouté tes podcasts. Et alors, je dois vraiment dire que tu as, et dans tes podcasts et tout, il y a un effet bienveillant et apaisant, mais puissance 10 000, quoi. Franchement, j'ai hyper apprécié, alors que voilà, en plus, je vais pas tout écouter tout le temps, je suis pas très comme ça, voilà, mais il y a eu je trouve qu'ils ont un effet vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouve que c'est vraiment génial ce que tu fais, et je voulais que les gens l'entendent. Voilà. Ouais, écoute, je te remercie. Je prends ce compliment, et je suis ravie que ça t'ait fait cet effet-là, et j'espère que ça le fait à d'autres personnes aussi. À d'autres, voilà. C'est vraiment l'objectif. Et j'en profite aussi, du coup, pour te remercier d'avoir voulu te prêter à ce moment. C'est pas toujours, facile de prendre le micro et de se livrer et de partager, et ça m'a fait beaucoup plaisir d'échanger avec toi, d'apprendre un peu plus à te connaître. Ouais. Et puis, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on échange, soit à distance ou soit en live via la VEF. Avec plaisir, franchement, avec grand plaisir. Ouais, vraiment. Merci Charlotte. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.